2021, je l'ai résumé avec l'expression « victoire, tout reste à faire ». Victoire parce que c'est un incontestable succès diplomatique. C'était quand même pas rien d'avoir amené 198, enfin je sais jamais si c'était 195 ou 200 pays à se mettre d'accord sur un texte qui soit juridiquement contraignant au sens onusien du terme, ce qui n'est pas juridiquement contraignant au regard du bon sens ordinaire. Et puis par ailleurs, c'était quand même intéressant d'avoir créé ce processus des INDC, c'est-à-dire je déclare ce que j'ai l'intention de faire, et puis quelque part je rentre dans une espèce de processus itératif où à chaque fois qu'on va se rendre compte que c'est pas assez, eh bien on repart pour un tour en demandant aux gens d'en rajouter un peu. Donc ça c'est quand même quelque chose qui n'est pas inintéressant, on va dire que ça entretient la flamme, et ça entretient la flamme dans un contexte qui ne va pas être celui de la sanction ou de l'échec à horizon très court. L'inconvénient de Kyoto, ce qui était aussi son avantage, soit dit en passant, c'est que comme il mettait une contrainte en valeur absolue sur les émissions, eh bien il ne fallait pas attendre très longtemps avant de savoir si ça avait fonctionné ou pas fonctionné. Du coup, il y avait un intérêt, c'était qu'on ne partait pas sur un objectif dans le vague, et un inconvénient qui était que si on ne l'atteignait pas, eh ben, ça encourageait des gens à baisser les bras en disant « vous voyez bien, on n'y arrive pas », donc c'est... Voilà. Là, l'intérêt, c'est qu'on s'est mis dans un processus, alors c'est à la fois l'intérêt et la faiblesse, c'est qu'on s'est mis dans un processus moins coercitif, plus itératif, mais du coup qui va donner l'occasion d'en parler à intervalles réguliers. Sans nécessairement qu'à un moment donné, à bref délai, on va dire, on se mette dans une position où quelqu'un puisse dire bah, « ça ne marche pas ». Donc en gros, cet écueil-là sera évité. Par contre, si on regarde l'effet brut, alors, ça va devenir le verre à moitié vide, l'effet brut, c'est que si on fait la somme de tous les gens qui ont dit voilà ce que sera ma trajectoire d'émissions, les émissions, elles sont parties pour augmenter, pas pour baisser. Or, il faut savoir que si on veut vraiment respecter l'accord, enfin les 2 degrés dans le réchauffement maximum, enfin pardon, si on veut avoir une chance non négligeable d'être en dessous des 2 degrés de réchauffement global en 2100, eh bien il faut que les émissions soient divisées par 3 d'ici à 2050. Donc entre 2015 et 2050, elles doivent en gros perdre 3% par an. Et si elles doivent perdre 3% par an, si elles commencent par augmenter, c'est pas vraiment une bonne idée. Si on fait la somme des INDC à ce jour, on est quand même on passe de 50 à 60 milliards de tonnes de CO2 équivalent émis par an d'ici à 2030. Donc on ne peut pas dire que ce soit un vrai... on ne peut pas dire qu'on se rende la tâche plus facile, parce qu'on a acté ça. Alors d'aucuns vous diront oui, mais ça aurait pu monter jusqu'à 70 ou 80, ok, très bien, mais le fait est que ça devrait passer de 50 à 40, c'est ça le vrai sujet, et que ça passe de 50 à 60. Donc du côté du verre à moitié vide, aujourd'hui, la première passe, on va dire, le premier ramassage de copies n'est pas au niveau de ce qu'il faudrait qu'on ait. Et la deuxième faiblesse du processus, c'est que le processus est très bien pour entretenir la flamme, mais ce n'est pas là que se décide l'action. Parce que toutes les mesures qui vont avoir un effet réel sur la baisse des émissions sont à la main des États, des grandes entreprises ou des organisations qui représentent plusieurs États ou plusieurs entreprises. Et dans les organisations qui représentent plusieurs États, il y a notamment l'Europe. Puisque les États européens ont consenti un abandon de souveraineté sur un certain nombre de sujets, dont les questions environnementales, à une entité supranationale qui s'appelle l'Europe et qui gère ça pour eux. Je parle aussi des grandes entreprises parce que les grandes entreprises sont devenues des êtres, c'est des êtres qui n'existaient pas au moment du traité de Westphalie qui a fondé la prééminence des États. Et c'est le traité de Westphalie qui fait qu'on a toujours conçu les mesures de réglementation ou de régulation du monde à la maille des États ou en dessous. Parce que les États sont souverains. Le traité de Westphalie dit que les États sont souverains, donc ça veut dire qu'on ne peut rien concevoir au-dessus des États. Donc les mesures d'incitation, d'obligation fiscale, etc., elles sont conçues à la maille des États ou en dessous. Or aujourd'hui, vous avez des êtres qui échappent très largement à la maille des États qui s'appellent les multinationales. Une multinationale, c'est une entreprise qui a 53 pieds dans 53 États, et donc elle n'est totalement réglementée par aucun État particulier. Et c'est bien le problème, en ce sens que, du coup, c'est des entités qui n'ont pas en face d'elles d'instances réglementaires qui soient capables de les traiter dans leur globalité.
Donc si je m'appelle n'importe quelle multinationale américaine, française, etc., je n'ai pas en face de moi un régulateur unique qui va, qui va pouvoir décider de choses qui me concernent sur la planète dans son ensemble. Alors qu'à l'évidence, il y a 4 siècles et demi, c'était le cas. Donc aujourd'hui, on a des entités neuves qui ne peuvent pas être traitées dans le cas onusien, qui s'appellent les multinationales, et ces entités sont par ailleurs les acteurs dominants de l'économie. C'est celles qui font l'innovation, qui la diffusent. L'innovation, on est souvent dans des petites structures, par contre la diffusion de l'innovation, elle n'est possible qu'avec l'aide des grosses. Donc c'est celles qui vont diffuser les pratiques, c'est celles qui vont exercer le pouvoir de lobbying le plus fort face aux instances qui réglementent à la maille nationale ou en dessous. Et il faut absolument que ces entités-là, elles entrent dans la danse pour partie, et c'est toute la difficulté de la négociation, plus exactement de l'action. Donc il y a un premier endroit où il faut absolument trouver matière à action, c'est dans le monde de l'entreprise, et en particulier de la grande entreprise. Il y a un deuxième endroit où il faut trouver matière à action, c'est dans tout ce qui concerne le monde de la finance. Alors la finance, c'est un sous-ensemble du monde de l'entreprise. Hein. On dit toujours il y a les entreprises et la finance. Non, la finance, ça fait partie des entreprises. Et c'est pareil, là maintenant, par la magie des réseaux de télécommunications et de la société de l'information, la finance est une activité apatride par construction, quasiment apatride, qui en face, alors là pour le coup, a des instances de régulation. Et ces instances de régulation doivent absolument être parties à l'affaire. Alors là, la bonne nouvelle, c'est qu'une des instances de régulation importantes de la finance, qui est le Financial Stability Board, lui a commencé à s'emparer du problème. Probablement parce qu'il est dirigé par un homme qui est canado-anglais, et que la Grande-Bretagne fait partie des pays qui sont globalement plutôt, je ne sais pas si je dois dire en avance, impliqués, qui se sentent concernés, etc., par les questions de changement climatique. Voilà, donc la COP21, ce qu'on peut en dire, c'est elle a pour elle de relancer le processus de légitimation de la question climatique, on va dire ça comme ça. Elle a contre elle le fait que c'est pas elle qui a les moyens, qui a les mains sur les leviers de l'action, et qu'il reste donc à faire. Pour le moment, la COP21 a juste décidé qu'on avait le droit de faire. Il reste à faire. Et c'est là que la vraie vie commence, parce qu'on a quand même de très loin fait le plus facile. Si on prend l'économie, le PIB est une somme de valeur ajoutée qui va des ressources naturelles gratuites jusqu'aux objets terminés. Ces valeurs ajoutées, comme je dis, vont avec des transformations. Et c'est là qu'intervient l'énergie, parce que la transformation en physique, et là son unité de mesure, c'est l'énergie. L'énergie mesure en physique par définition la transformation, ou plus exactement quantifie le degré de transformation d'un système. Plus un système se transforme, et plus l'énergie impliquée dans cette transformation est grande. Et inversement, plus il y a beaucoup d'énergie mobilisable quelque part, et plus ça donne une capacité de transformation importante. Donc, plus je transforme, plus il y a d'énergie. Et c'est là qu'intervient la dépendance des sociétés occidentales à l'énergie. En gros, la production a toujours été limitée par le plus important de ces facteurs limitants. Il y a 2 siècles, le plus important des facteurs limitants, et de très loin, c'est le travail humain disponible. Il y a 2 siècles, il y a 1,5 million d'habitants sur Terre, entre 1,5 milliard et 1 milliard. La nature est immense, plein de continents sont à peine explorés et il reste des immensités vierges partout. Les quelques grammes ou kilos ou tonnes de minerais de fer qu'on prend ici et les quelques tonnes de charbon qu'on prend là, c'est vraiment pas un sujet au regard de l'immensité de l'environnement. Et les quelques tonnes de CO2 que je bazarde dans l'atmosphère à ce moment-là sont vraiment pas un sujet. Et les quelques kilos de cochonneries que les Romains déversaient dans les rivières
au titre de leur tannerie primitive. Ça faisait sentir un peu mauvais à côté, mais enfin, les rivières australiennes n'étaient pas spécialement gênées par l'activité de tannerie qu'il pouvait y avoir en Italie. Donc, à ce moment-là, l'environnement est immense, et la seule limite à la transformation de l'environnement par les hommes pour faire la production, c'est la quantité d'hommes et le capital humain accumulé. Prenons l'époque des moulins. Ce qui limite la quantité de grains que je peux faire pousser puis moudre, c'est pas les surfaces cultivables, c'est pas ce qui pleut dans l'année, c'est pas etc. C'est juste la quantité d'hommes qui peuvent planter du grain et le récolter et la quantité de moulins dont je dispose. Donc ce qui est facteur limitant de ma production avant la révolution industrielle, c'est combien d'hommes peuvent bosser, quel est le capital humain accumulé. Puis arrive la révolution industrielle où on va remplacer les hommes par des machines, parce que c'est ça qu'on fait. Or quand on remplace un homme par une machine, en moyenne, aujourd'hui en France, on multiplie par 500 la capacité de transformation. Si les ouvriers qui construisent des voitures devaient marteler les tôles à la main, souder avec comme dans l'ancien temps, avec juste une forge, un soufflet de forge, et je passe les pièces, je les rougis au fer, je dépose je sais pas quoi dessus, et puis crac, je passe à la portière d'après. S'ils devaient transporter à dos d'homme, au lieu d'avoir une chaîne qui fasse défiler les objets devant eux, etc., la production annuelle d'une usine de voitures serait divisée par n'importe quoi entre 1000 et 100 000. On aurait une production artisanale de voitures, chaque voiture coûtant 1000 fois plus cher qu'aujourd'hui. Donc la raison pour laquelle la production a augmenté, c'est pas parce que les ouvriers se sont mis à avoir comme Shiva 25 paires de bras et 42 paires de jambes, c'est juste parce que aujourd'hui, un ouvrier, il ne produit pas par lui-même, il commande une machine qui produit. Tous nous commandons aujourd'hui des machines qui produisent. Le boulanger commande son pétrin, le chauffeur-livreur commande son camion, le consultant comme moi commande son ordinateur et commande à distance un réseau de télécom, etc. Les gens qui travaillent dans le domaine du nucléaire, ils commandent des engins de mine pour extraire de l'uranium, et ils commandent des centrifugeuses, et ils commandent des pompes, des vannes, des clapets, des machins, des trucs et des bidules, etc. etc. Et les gens du Creusot-Loire, ils commandent des presses à forger, qui font parfois grand bruit dans la presse. Donc c'est ça, le métier aujourd'hui des hommes, c'est de commander des machines. Soit dit en passant, ça explique pourquoi, quand on diminue l'approvisionnement énergétique quelque part, on diminue la quantité de machines qui peuvent travailler, et du coup, tout emploi étant devenu dépendant d'une machine, on diminue l'emploi. Donc contrairement à une idée couramment répandue, quand on diminue l'approvisionnement énergétique quelque part, on ne remplace pas la machine par l'homme parce que la machine ne peut plus fonctionner, le différentiel de productivité est devenu monstrueux entre les deux, donc c'est pas ça qui se passe, c'est qu'on remplace des machines avec des gens qui les font fonctionner par pas de machines et des chômeurs. Et c'est ce qu'on est en train d'observer dans tous les pays d'Europe occidentale, et les États-Unis et le Japon depuis 2007. Mais on y reviendra peut-être après. Donc je finis mon explication sur la macroéconomie. Donc ce qui permet de transformer, c'est l'énergie. Eh bien aujourd'hui, le différentiel de productivité, encore une fois, entre les hommes et les machines est devenu tellement important que le premier facteur limitant à la transformation qui va donner le PIB, ça n'est plus le nombre de gens au travail, et du reste, il y a des gens au travail en surabondance partout, il y a ce qu'on appelle du chômage irréductible. Ça n'est pas le capital humain accumulé. Aujourd'hui, les usines tournent à 60 ou 70% de leur facteur de charge, il y a de l'argent partout, tous les banquiers ne savent pas quoi faire de leur argent. C'est l'énergie disponible pour faire tourner le parc de machines. C'est ça qui est devenu le premier facteur limitant des industries occidentales, enfin des pays occidentaux, des pays dits industrialisés. Si on manque d'énergie, et on ne s'en rend pas compte parce qu'il n'y a pas de lien entre le prix de l'énergie et la quantité disponible. Mais j'y reviendrai après. Donc là, il y a aussi un truc qu'il faut jeter par la fenêtre, qui est la vieille idée sympathique, qui est que s'il y a moins d'énergie, ça vaut plus cher. C'est vrai instantanément. C'est faux à moyen long terme. Donc à chaque fois que sur l'approvisionnement pétrolier, par exemple, il y a eu une rupture de pente, il y a eu un choc qui a duré quelques années, et après, le prix a fait exactement ce qu'il a voulu. Donc l'élasticité prix-volume ne s'applique que les premières années du manque d'énergie. Après, ça ne s'applique plus. Ça a été vrai en 1974, vrai en 1979, vrai en 2007, vrai en 2014. Et là, aujourd'hui, on est en décrue pétrolière subie en termes d'approvisionnement en volume, et ça ne se traduit pas dans les prix, parce qu'il n'y a pas d'élasticité prix-volume de long terme.
Et pour savoir qu'il n'y a pas d'élasticité prix-volume, c'est très simple. Il suffit de faire un graphique que j'ai fait, sur lequel on met en abscisse la quantité de pétrole consommée dans le monde, en ordonnée le prix du baril, et on regarde si les points s'alignent de telle sorte que plus il y a de pétrole disponible et moins il vaut cher, et moins il y a de pétrole disponible et plus il vaut cher. Et c'est pas du tout comme ça que les points s'organisent. Donc c'est très facile de dire, du coup, il n'y a pas d'élasticité prix-volume. Donc pour en venir à mon énergie qui pilote l'activité, depuis 2007, les pays de l'OCDE sont tous passés par un maximum en approvisionnement énergétique. C'est-à-dire le maximum de l'approvisionnement énergétique dans les pays de l'OCDE, c'était 2006 à peu près partout. Pourquoi 2006? Parce qu'en 2005, le pétrole arrête de croître dans le monde, la production mondiale de pétrole s'arrête de croître. Et comme le pétrole est la première des énergies consommées dans les pays de l'OCDE, l'approvisionnement des pays de l'OCDE, qui doivent partager avec les consommateurs domestiques des producteurs et qui doivent partager avec les émergents, l'approvisionnement des pays de l'OCDE se met à décroître. Et comme c'est le premier terme de l'approvisionnement de ces pays, leur approvisionnement énergétique global se met à décroître. Et dans tous les pays de l'OCDE depuis, le taux d'emploi décroît, c'est-à-dire la fraction de la population adulte qui a un emploi. La production industrielle décroît, sauf aux États-Unis où c'est reparti transitoirement à la hausse à cause de l'exploitation du shale oil et du shale gas. Mais le reste du secteur manufacturier n'est pas revenu au niveau de 2007. Et là, le secteur shale oil et shale gas, au moment où on se parle, il est déjà de nouveau en train de décroître, à cause des bas prix. Partout ailleurs, ça décroît, et même la Grande-Bretagne, qui est en train de retrouver un PIB élevé, c'est parce qu'ils ont 80% de services financiers, enfin 80% de services, dont plein de services financiers, leur production industrielle continue à décroître. Donc toute la production industrielle des pays de l'OCDE décroît depuis 2007, parce que les pays de l'OCDE sont en stress d'approvisionnement énergétique depuis 2007. Ce stress n'ira pas suffisamment vite pour que, couplé à la croissance des émergents, on sauve le climat. Par contre, il est déjà suffisamment présent pour que ça interdise de penser la transition énergétique dans un contexte de croissance. Donc on se retrouve dans la tenaille que Alain Grandjean et votre serviteur avaient identifiée dès 2006 dans un précurseur de ce bouquin qui s'appelait Le plein s'il vous plaît, où on expliquait que si on attendait, on n'aurait pas le monde merveilleux forever avec une économie qui va de mieux en mieux et des emmerdements qui sont dans le journal toujours pour plus tard. On finirait par se retrouver dans une tenaille dans laquelle on aurait de moins en moins d'énergie disponible pour faire face à de plus en plus d'emmerdements. Eh bien en Europe, ça a commencé. Je suis un grand partisan de l'énergie nucléaire, notamment pour remplacer le charbon. Mais si on devait avoir une énergie nucléaire illimitée sur Terre, ça serait une catastrophe absolue. Parce qu'une énergie illimitée, ça veut dire que demain matin, si mon voisin m'emmerde, je suis capable d'ériger une montagne entre lui et moi. Ça veut dire qu'on devient tous Superman. Donc la Terre sombre dans un combat de titans permanent. Je ne suis pas sûr que ce soit un avenir radieux. Donc je suis férocement contre l'énergie illimitée. Je pense qu'il ne faut surtout pas chercher à faire ça. Ce qu'il faut chercher à faire, ce qui est beaucoup plus difficile, soit dit en passant, c'est de s'accommoder d'une énergie limitée. Ça ne veut pas dire d'une énergie nulle, d'une énergie limitée. À un moment, il faut savoir se poser la question qui est « how much is too much ?» Et d'une manière générale, on a dans notre monde moderne un problème fondamental de rapport à la limite. Dans les temps anciens, on considérait la limite comme normale. Donc vous ne trouvez pas, dans les temps anciens, de texte qui explique que c'est scandaleux de mourir à 90 ans parce qu'il a fait trop chaud. Vous ne trouvez pas que c'est absolument scandaleux d'avoir laissé quelqu'un vivre sans toit. Vous pouvez éventuellement trouver que c'est pas sympathique pour les gens concernés. Mais en gros, l'état normal du monde, c'était qu'on ne pouvait pas tout avoir. Point. À mon sens, et là je pense que je vais reformuler du Tocqueville d'une autre manière, à mon sens c'est la démocratie qui a fait naître ce sentiment d'insatisfaction perpétuelle. En tout cas, Tocqueville considère que la démocratie fait naître de l'insatisfaction perpétuelle sur la base d'un argument qui est assez simple. Il dit, si tout le monde est égal sur la ligne de départ, toute personne qui voit quelqu'un plus avancé sur la ligne d'arrivée va considérer que c'est injuste. Donc en gros, en démocratie, tant qu'il reste quelqu'un qui a plus que vous considérez que ça ne va pas. Je caricature un peu, mais il y a quelque chose de ça. Alors que dans les temps anciens, en aristocratie, on avait affaire à un univers figé, donc vous étiez fataliste, et vous vous accommodiez de votre sort. La démocratie fait naître ce sentiment d'injustice,
de manière beaucoup plus aiguë. En tout cas, c'est ce que dit Tocqueville, mais je suis assez d'accord avec lui. Et du coup, ça veut dire que vous allez chercher à repousser la limite en permanence, puisque toute limite est une injustice. Machin est mort à 100 ans, moi je vais mourir à 80 ans, c'est dégueulasse. Bidule gagne 10 000 euros par an, par mois, pardon, moi qui en gagne 8 000, c'est scandaleux, etc. etc. Donc voilà. Mon associé m'a un jour dit, la définition du minimum vital est très simple, c'est qui que ce soit qui réponde, c'est ce que je gagne plus 10%. Voilà, je pense que c'est une assez bonne vision de la façon dont on réagit dans un univers de liberté. On considère que puisqu'on était chacun libre de faire ce qu'on voulait, on est en particulier libre d'avoir la même chose que le voisin. Si le voisin a plus, ben on est libre d'avoir la même chose. C'est une conception, une conception très extensive de la liberté, mais c'est celle qu'on a. Donc le vrai sujet, à mon avis, il est là. Il est comment est-ce que je fais coexister la démocratie, ou quelque chose qui y ressemble, avec le fait qu'on accepte collectivement des limites, et qu'on se dit un jour, bon bah oui, bah mourir à 80 ans c'est normal, puis même à 70 ans c'est normal, et c'est pas un sujet, point quoi. Bon. Et ça aujourd'hui c'est des débats inexistants, et à mon avis c'est les débats de fond dans le fait qu'on arrive à faire quelque chose de durable ou pas. L'énergie fossile, elle nous a amené quelque chose, pour en revenir à la physique, qui est un facteur multiplicatif, qu'à mon avis on ne retrouvera jamais une fois qu'on sera sorti des fossiles. Donc elle nous a amené ce fameux facteur multiplicatif de 500 entre la puissance du parc de machines et la puissance des hommes dans les pays occidentaux. Tant qu'on était sans énergie fossile, c'était très simple. Le PIB d'un pays était proportionnel à sa population, puisque chaque homme était en gros à peu près aussi productif que le voisin. Tant que vous avez que vos bras, que vos jambes, un paysan chinois, il ne va pas cultiver le blé 25 fois plus vite qu'un paysan français ou qu'un paysan américain ou qu'un paysan brésilien. Tout ça va à peu près à la même vitesse. Un artisan qui fabrique des poteries, il n'est pas 50 fois plus efficace au Mexique qu'il ne l'est en Égypte. Donc, bon an, mal an, vous prenez la population d'un pays, vous avez son PIB. Raison pour laquelle, soit dit en passant, la Chine a une envie de retrouver une position dominante qu'elle a occupée pendant 2000 ans, parce que pendant 2000 ans, elle a eu la première population mondiale, et donc elle a eu le premier PIB mondial. Voilà. Donc les combustibles fossiles ont amené une énergie permettant d'alimenter des machines avec une simplicité d'utilisation à nul autre pareil. Et en particulier la reine des énergies fossiles qui est le pétrole. Quand on est allé des énergies renouvelables, qui étaient celles qu'historiquement on utilisait, puisque la civilisation humaine a démarré avec, quand elle a eu accès à l'énergie, avec le feu, il y a un demi-million d'années en gros, qui a permis d'abord d'éloigner les prédateurs, ensuite d'organiser la chasse, et très longtemps derrière de se chauffer, etc. Puis elle a utilisé la traction animale, renouvelable, l'énergie du vent pour faire avancer les bateaux et tourner les moulins, renouvelable, l'énergie des chutes d'eau pour faire tourner les moulins, renouvelable, l'énergie du soleil, je l'ai déjà dit, pour alimenter, faut faire pousser des végétaux pour alimenter des animaux de trait, tout ça c'est renouvelable. Du reste c'est ce qu'on essaye de refaire aujourd'hui. Bon. Et c'est ce qui a permis, c'est quand on est passé de cette énergie parfaitement renouvelable et parfaitement durable à l'énergie fossile qu'on a connu l'explosion de la sphère industrielle. Je n'ai jamais fait un calcul d'ordre de grandeur qui m'ait convaincu du fait qu'on allait garder ça avec uniquement des ENR. Les ENR sont une alternative parfaitement crédible. Si on ne met pas dans le cahier des charges, on va conserver le niveau de consommation actuel. Si la population, dans sa grande sagesse, et ayant bien compris le problème, dit « mais je m'en fous de conserver le niveau de consommation actuel, j'accepte de vivre dans un logement 4 fois plus petit, pas toujours chauffé, etc., de plus avoir de bagnole, aucun problème. Voilà. Alors soit dit en passant, je pense que de toute façon, un jour on en arrivera là. Avec la décrue des énergies fossiles subies ou gérées, de toute façon il ne restera pas un jour une bagnole par personne en âge de conduire coûtant 10 000 € à l'achat et roulant à 150 km/h. Une partie de ça va disparaître. Même avec la voiture électrique, une partie de ça va disparaître. Il ne restera pas des fringues que vous pouvez vous acheter en solde pour 15 € la robe et 20 € la veste, comme on le voit aujourd'hui, et des chaussures que vous pouvez vous acheter pour 15 €. Tout ça va disparaître. Bon. Par contre, si on veut une civilisation basée sur l'énergie renouvelable, où on se contente d'une paire de chaussures achetées tous les 10 ans, d'un pantalon acheté tous les 10 ans, il n'y a aucun problème. Aucun. Donc le trade-off aujourd'hui, c'est qu'est-ce qu'on veut en plus de ça? Bon.
Et si on veut, en plus de ça, et sans fossiles, le nucléaire arrive immanquablement dans le débat. Moi, ce que je dis, c'est que le nucléaire entretient un système de consommation plus forte que si on a juste des ENR. Maintenant, entre le niveau de consommation aujourd'hui, qui n'est pas soutenable, et quelque chose qui est au-dessus de ce qu'avait un paysan il y a 2 siècles, vraisemblablement, qu'en se remuant un peu, on a moyen de trouver un équilibre qui existe. Mais c'est très différent de dire on va maintenir le niveau des flux actuels. Parce que de toute façon, si vous y arrivez sur l'énergie, vous allez buter sur l'approvisionnement en métaux, vous allez buter sur les terres arables, vous allez buter sur l'érosion des sols, vous allez buter sur les matériaux de carrière, vous allez buter, donc à un moment, tout ça va se freiner, quoi. Bon. Donc, moi je place le problème à l'envers. Le problème tel que je le place est le suivant. Ce qui m'intéresse, c'est pas tellement le paysage à terme, parce que le paysage à terme, vous savez, dans 2 siècles ou dans 3 siècles, j'en sais foutre rien. Ce qui m'intéresse, c'est la dérivée, c'est-à-dire la dynamique sur laquelle on doit se placer pour passer des haies qu'on va devoir passer avant que vous soyez mort, enfin en tout cas je vous le souhaite. Peut-être même avant que moi je sois mort, encore qu'en 2050, je ne suis pas sûr que j'aurai encore une très bonne tête, si j'existe encore. Donc là, et la question, et la haie qu'on doit passer, c'est celle de la division par 3 des émissions, si on veut éviter d'avoir un réchauffement climatique qui va mettre la planète à feu et à sang. Quand vous regardez l'intensité capitalistique comparée du nucléaire, sur lequel il faudra qu'on vienne quand même, parce qu'en ce moment on est quand même en train de déconner dans les grandes largeurs en France, et, enfin ça fait 20 ans qu'on déconne dans les grandes largeurs, pour être un peu plus précis, les renouvelables intermittentes avec du stockage associé, il n'y a aucune chance que mes enfants connaissent un monde en paix si on se dit c'est les ENR avec stockage qu'on va utiliser. Aucune. J'ai fait quelques calculs de coin de table. En gros, si on veut remplacer le système français par des éoliennes avec des barrages, il faut construire quelques milliers de barrages de Silence, ordre de grandeur. Il faut multiplier par un facteur 3 la puissance de pointe que le réseau peut encaisser. Et il faut multiplier par 10 à 20 les capitaux qu'on doit injecter dans le système pour produire la même quantité d'électricité à l'arrivée. Dit autrement, là où le coût de reconstruction à neuf du système français coûte 300 à 400 milliards d'euros, avec un système éolien plus stockage, ça va se balader quelque part entre 3 000 et 6 000 milliards d'euros. On ne les a pas. 1,5 à 3 fois le PIB français. On ne les a pas. On ne les a pas. C'est même pas la peine d'essayer de les chercher. On ne les a pas. Donc ça veut dire que si on essaye de faire ça, on n'aura rien. Rien. Et donc un pays qui va s'effondrer plus vite que souhaitable, et donc on aura le bordel. Donc essayer de faire ça en ce moment, ou dire qu'on va se récupérer une dictature, c'est à peu près pareil. Je pèse mes mots, hein. C'est à peu près pareil. De même que dire qu'on va résoudre le problème du charbon dans le monde en y allant avec du solaire, du stockage et de l'éolien, c'est aller droit vers la multiplication, c'est aller droit vers un réchauffement climatique accéléré et la multiplication d'un monde hostile, violent, guerrier. J'en ai pas envie. Et, soit dit en passant, d'une dégradation de la biodiversité bien supérieure à ce qu'on aura si on a une centrale qui de temps en temps fait n'importe quoi tous les 20 ans. Donc c'est des risques comparés qui font qu'aujourd'hui, la question pour moi ne se pose pas de savoir si le nucléaire va entretenir ad vitam aeternam une civilisation de l'excès. Aujourd'hui, mon problème, c'est est-ce qu'il ne faut pas mettre le nucléaire, pardon de l'expression, à toute vapeur, au service du remplacement des 1800 gigawatts de centrales à charbon qu'on a dans le monde, qui doivent être dézinguées en 35 ans. C'est ça la question. Une fois qu'on aura fait ça, on se posera la question de l'après. Mais tant qu'on n'a pas fait ça, la question de l'après, pour moi, elle ne se pose même pas, parce qu'il n'y aura pas d'après. En France, ça fait 20 ans que, en gros, le nucléaire est honteux. Dit autrement, on en fait, mais si ça pouvait ne pas se savoir, ça serait quand même bien. Et ça fait 20 ans que le politique est avec la filière dans une négociation qui est je sacrifie un os totémique. Donc ça a été Superphénix, c'est Fessenheim. Hein, vous me laissez sacrifier une jeune vierge là, pour dire quand même que c'est caca. Et puis pour le reste, faites, et puis ne le dites pas trop fort. Voilà. En gros, c'est ça.
Et alors, ça a structuré plein de travers dans la filière. D'abord, ça a créé un réflexe corporatiste au-delà de ce qui était souhaitable, parce que quand vous vous sentez un peu vulnérable, vous serrez les coudes. Et donc, du coup, ça a créé chez plein de défenseurs de la filière nucléaire l'excès inverse, ou un excès, qui est que les gens sont devenus aussi psychorigides parfois que les gens qu'ils avaient en face. Donc, ils croient que le nucléaire plein de salut, qu'il n'y a que ça qui compte comme sujet, voilà, donc ils sont parfois aussi psychorigides qu'en face. Et c'est pas le syndrome corps des mines, c'est le syndrome citadelle assiégée, ce qui est très différent. Ça a créé un deuxième effet pervers, c'est que du coup, on a laissé dans la filière des erreurs stratégiques se produire, et je pense qu'en particulier, il y en a une qui a été lourde de conséquences, et je ne veux pas jeter la pierre à telle ou telle personne en particulier, parce que j'étais pas là au moment où la décision a été prise, je ne sais pas qui en est responsable, et à la limite, c'est pas le sujet, mais je pense qu'il y a eu une erreur fondamentale en laissant Areva franchir 2 marches à la fois, c'est-à-dire en créant à la fois un nouveau modèle de réacteur et un nouveau métier. Donc, ou bien Areva a créé un nouveau modèle de réacteur et continuer à être dans un deal où je fais l'îlot nucléaire, mais je ne fais pas la maîtrise d'œuvre. Ça, c'était une marche à la fois. Ou bien Areva disait, je reste sur de la génération 2 et je fais de la maîtrise d'œuvre, et à ce moment, je ne fais pas un nouveau modèle de réacteur, mais d'avoir voulu faire les deux à la fois, au surplus avec un degré de complexité croissant, qui n'était pas idiot dans le principe, sauf que qui était de s'allier avec Siemens, et d'empiler les uns sur les autres les exigences de sûreté françaises, les exigences de sûreté allemande, etc., a abouti à quelque chose qui aujourd'hui est une espèce de, je ne vais pas dire monstre, parce que ça ne serait pas gentil, mais quand même, ça a quelque chose de ça, c'est-à-dire un objet qui est devenu monstrueusement compliqué à gérer, et avec tous les problèmes qui sont des problèmes très classiques des premiers du genre, tels que celui qu'on a eu à Olkiluoto, ou dans une moindre mesure à Flamanville. Parce que quand vous faites plusieurs trucs nouveaux à la fois, la probabilité que sur un objet aussi complexe qu'un réacteur nucléaire, la probabilité que vous ne preniez pas une tôle est absolument nulle. On a eu un deuxième sujet qui est venu se greffer là-dessus, c'est que quand vous dites à une filière, faites votre truc dans votre coin, mais moi je dirais pas que c'est bien, vous la privez d'une partie de sa base arrière. D'où les échecs à l'exportation, parce qu'à part Hinkley Point, où ça va coûter un bras parce que les investisseurs pensent que c'est risqué, et à part Taishan, où à mon avis les Chinois ils ont acheté tout ce qu'ils trouvaient sur le marché histoire de pouvoir faire des comparaisons, le fait est que la France ne vend plus à l'export, alors que c'était quand même une de ses forces avant. Ça aboutit à des coûts de sûreté, parce que le coût du nucléaire est un coût de la sûreté, en gros. Car en plus de la réaction de fission qui vaut le coût technique de faire un cœur et de mettre du combustible dedans, tout le reste c'est le coût de la précaution. Tout le reste, c'est le coût de la précaution. Plus vous avez peur, et plus le sentiment de peur est entretenu par un pouvoir politique qui dit c'est caca, plus l'exigence de précaution sera élevée, plus le coût de la précaution est élevé, plus ce qui permet derrière, soit dit en passant, de dire, vous avez vu, on avait bien raison de vous dire que c'était caca, ça coûte un bras. Bah oui, enfin bon, à un moment, bon. Et là, c'est pareil, ça fait 20 ans qu'on est infoutu d'avoir dans ce pays un débat adulte sur à quel moment est-ce qu'on dit stop, là on en a fait assez, parce que ça sert à rien de rajouter 30 milliards alors qu'on continue à laisser les cigarettes en vente libre. Bon. Donc il y a un moment où on a une disproportion totale entre le coût de la précaution et le bénéfice de la précaution. Or je sais, de source sûre, puisque j'ai posé la question au titulaire du poste, qu'il n'entre pas dans le mandat de l'ASN de faire une analyse coût-bénéfice des mesures mises en œuvre par l'ASN. Ce n'est pas de la responsabilité de son patron, c'est de la responsabilité de celui qui fait le mandat de l'ASN. Hein. Moi, je pense que ça devrait être inclus. Je suis patron, je suis chef d'entreprise, à aucun moment, je n'externalise le coût-bénéfice de faire ou de ne pas faire. C'est-à-dire, à chaque fois que je décide de faire ou de ne pas faire, je me pose la question du coût, la question du bénéfice, et j'arbitre. Je ne vais jamais, au grand jamais, arbitrer sur la seule question du bénéfice, sans me poser la question du coût. Sinon, demain matin, je fais une OPA sur Total, EDF et Orange réunis. Enfin, je veux dire, non, mais, enfin, donc, dans le domaine du nucléaire, il me semble qu'un des trucs qui est important est de mettre dans le mandat de l'ASN le fait d'avoir une analyse coût-bénéfice pour l'évolution du référentiel de sûreté. Alors des fois, ils vous diront, on ne sait pas, c'est difficile, il n'y a pas de recul statistique. Très bien, mais je pense que quand même, on en sortira des choses. Donc on est en train de dégrader la qualité de notre actif
en continuant à le gérer comme de l'à peu près, enfin dans de l'à peu près, et à faire des tractations politiques à la petite semaine sur le dos d'un truc qui marchait bien, et c'est totalement irresponsable. Enfin, c'est pas le seul domaine dans lequel les tractations à la petite semaine sont irresponsables, mais enfin, c'en est un. Et c'en est un qui va être particulièrement lourd de conséquences, parce qu'on est dans un domaine dans lequel, imaginons que la SN dise, il y a 4 réacteurs en France qui ne passent pas la rampe des 40 ans. Bah, vous avez 4 réacteurs en moins. Vous n'allez pas les reconstruire avec autre chose, il n'y aura pas le pognon pour mettre les éoliennes et les machins. Les Allemands, là, ils s'amusent à faire ça. Les Allemands, ils ont remplacé, sauf erreur de ma part, ils avaient, que je dise pas de conneries, 32 gigawatts, non 23 gigawatts installés. De nucléaire. De nucléaire. Ils en ont remplacé 8 après Fukushima. Et pour remplacer les 8 gigawatts de nucléaire, qui valent, allez, 3 fois 8 de 24, 4 fois 8 de 32, allez, divisé par 2, 15 milliards d'euros de valeur amortie, parce qu'ils avaient quand même déjà bien servi, ils ont investi 300 milliards d'euros dans les ENR. D'accord ? Donc vous avez le rapport de 1 à 20 dont je parlais tout à l'heure. L'Allemagne est un banc d'expérimentation grandeur nature, pour montrer que c'est à peu près ça l'ordre de grandeur. Alors si vous évacuez, si vous dites qu'en fait il faut comparer à la valeur à 9, vous êtes dans un rapport de 1 à 10. Si vous dites qu'il faut évacuer l'électricité exportée, parce qu'en fait la moitié des ENR conduisent à des exportations fatales quand le vent souffle ou le soleil brille. Si vous dites que vous défalquez les ENR exportés et qu'ils en consomment que la moitié, vous gardez ça, ça fait encore un rapport de 1 à 10. Donc le rapport de 1 à 10 à 1 à 20 dont je parlais tout à l'heure, les Allemands, on l'observe. Hein. C'est pas juste une vue de l'esprit. Eh bien, en France, si vous déclassez... Sauf que les Allemands, ils ont 200 milliards d'euros de solde exportateurs par an. Donc c'est pas la même histoire que la France, qui est là quelques dizaines de milliards d'euros de déficit commercial. Donc si vous mettez à la ferraille n'importe quoi entre 4 et 10 réacteurs, parce que ça passe pas la rampe des 40 ans, le résultat net de l'affaire, c'est pas du tout que ça va être remplacé par des éoliennes, c'est que ça va être remplacé par rien. Et comme ça va être remplacé par rien, alors que l'approvisionnement électrique est indispensable à la continuité du fonctionnement de plein de trucs partout, bah vous aurez une récession sauvage. Très exactement ce que vous aurez. Alors on peut dire que c'est souhaitable. Moi je ne suis pas en train de dire que c'est pas souhaitable. Je suis juste en train de dire c'est la contrepartie. Il y a des gens qui souhaitent sauter du premier étage de la tour Eiffel, la contrepartie c'est qu'ils y restent. Voilà. Ils peuvent le souhaiter, mais juste l'idée qu'on va sauter du premier étage et qu'une fois qu'on sera arrivé par terre, on ira dîner au restaurant, ça ne marche pas. Bon. Ben là, c'est exactement pareil. On peut souhaiter avoir 4 à 10 réacteurs qui disparaissent du paysage. La contrepartie, c'est qu'on aura une récession sauvage. Bon. Encore une fois, si c'est ça les termes du choix et que les gens le veulent, fine. Je veux dire, voilà. Ce que je discute dans cette affaire, et c'est ça tout le thème du bouquin, c'est le malentendu sur le fait qu'on s'imagine qu'on va avoir le beurre et l'argent du beurre. Bon. Et toute partie sympathique de la crémière en prime. Bon, ça, on n'aura pas. À quoi ressemblera le monde en 2100 à tout sauf à ce qu'on s'imagine aujourd'hui. Donc ça c'est une première forme de réponse. 2. Il n'est pas nécessaire de savoir à quoi ressemblera le monde en 2100, pour savoir ce qu'il serait souhaitable de faire dès aujourd'hui pour limiter le risque qui ressemble à quelque chose de pas sympathique. Dit autrement, je vais prendre un parallèle. J'ai des enfants. Si vous en avez, mais j'ai des enfants. Bon. Je n'ai foutrement aucune idée de là où seront mes enfants dans 30 ans. Par contre, j'ai une idée très claire de ce qu'il m'appartient de faire demain, la semaine prochaine, dans un mois et dans un an, pour faire en sorte que leur vie soit poussée plutôt du bon côté que du mauvais. Je me trompe peut-être, soit dit en passant, mais au moins j'ai une idée très claire. J'avais l'idée très claire quand mes enfants étaient petits, que c'était plutôt une bonne idée de leur apprendre à manger avec une cuillère plutôt qu'avec leurs doigts. Bon, peut-être que c'était une mauvaise idée, du coup on a besoin de cuillères. Bon, qu'il faut fabriquer, métallurgie, machin. Mais bon, pour leur insertion sociale à court terme, considérer qu'en France c'est plutôt mieux. Il y a des pays où c'est pas mieux, il y a des pays où c'est normal de manger avec ses doigts, voilà, en France. Voilà. Donc j'avais une idée très claire de ce qu'il fallait faire, de pourquoi, je l'ai fait. Ça ne veut pas dire que je savais où seraient mes filles 20 ans après. Donc, il y a des choses qui vous paraissent, sur lesquelles la décision est simple à prendre, et pour autant, vous n'avez pas besoin, pour la prendre, de savoir où vous en serez dans 50 ans. Eh bien, je n'ai pas besoin de savoir à quoi ressemblera le monde en 2100 pour savoir qu'il faut mettre à la ferraille les centrales à charbon.
J'ai pas besoin. J'ai pas besoin de savoir à quoi ressemblera le monde en 2100 pour dire qu'il faut préserver la biodiversité. J'ai pas besoin de savoir à quoi ça ressemblera pour dire qu'il faut préserver des sols cultivables. J'ai pas besoin de savoir pour dire que... etc. Il y a un certain nombre de trucs pour lesquels on n'a pas besoin de savoir pour avoir une idée très claire de là où doit pencher l'action aujourd'hui.